Bonjour, dans cette séquence, je voudrais continuer notre petit voyage historique à la découverte de la matière. On va voir comment nos ancêtres ont petit à petit compris de quoi est faite la matière et surtout comment on peut l'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Et on va en profiter pour voir comment est née la science qui étudie la matière et ses transformations et qu'on appelle actuellement la chimie. Dans la séquence précédente, on avait commencé ce voyage historique à la découverte de la matière. Et si tu as envie d'aller la voir, tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est là. Je vais quand même faire un tout petit rappel. Mais dans une époque entre la préhistoire et l'histoire qu'on appelle parfois la protohistoire, nos ancêtres avaient vu que la matière existe sous trois états très différents. Donc, d'une part les solides, d'autre part les liquides et enfin les airs, parce que les gaz ne sont pas encore inventés à cette époque-là. Ils avaient vu que le feu permet la transformation entre ces trois états et que ce feu permet également de transformer une matière en une autre. Par exemple, si on prend du minerai qu'on combine à du charbon et qu'on le chauffe ça très fort, on va obtenir du métal. Et donc, quelque part, on voit que la matière peut devenir une autre matière. Pour expliquer ça, les philosophes grecs, dont principalement Aristote, avaient donné un modèle du monde suivant lequel la matière est composée de quatre éléments, donc terre, air, eau et feu. Et si on y réfléchit, on se rend compte qu'on a les trois états de la matière, solide, liquide et air, et le feu qui permet la transformation entre ces trois états. Dans cette séquence, je voudrais voir comment est née la science qu'on a d'abord appelée l'alchimie et puis qui est finalement devenue la chimie qu'on connaît actuellement. Et c'est pourquoi je vais appeler cette séquence la naissance de l'alchimie, la naissance de la chimie ou de l'alchimie. À l'époque, c'était plus ou moins la même chose. Il faut bien se rendre compte que l'alchimie était la même chose que la chimie. Et là, je sens que je vais devoir avoir un petit problème à propos de l'orthographe. Tu vas me dire que la chimie ne s'écrit pas comme ça. Et pourtant, à l'époque, elle s'écrivait comme ça, et on va comprendre pourquoi. Pour commencer, je voudrais te rappeler que dans la séquence précédente, j'avais dit qu'il existe certaines matières assez bizarres et qu'on trouve dans des endroits assez rares et qu'on ne savait pas encore très bien à quoi elles pourraient servir. Eh bien, on va apprendre à les utiliser. Par exemple, ici, cette substance qu'on appelle du natron et qu'on trouve dans des lacs asséchés ou en train de le devenir, et on va remarquer que ce natron ralentit considérablement la putréfaction des cadavres. Et ça, c'est formidable parce que justement à l'époque, les Égyptiens sont très très intéressés par la vie après la mort, le voyage de Pharaon dans l'au-delà, toutes ces choses-là. Et ils vont donc mettre au point une technologie pour donner une forme d'immortalité à leurs pharaons, puisqu'on peut toujours les admirer actuellement, ou surtout admirer l'habileté de ceux qui les ont embaumés. Actuellement, on dirait que le natron, c'est un mélange de carbonate et d'hydrogénocarbonate de sodium. Et ce natron a des propriétés qui sont très intéressantes. D'une part, il est très hygroscopique, c'est-à-dire qu'il attire l'eau, et donc en retirant l'eau des cadavres, il va empêcher la formation des moisissures et donc de la putréfaction. Et d'autre part, il réagit avec les graisses pour les figer. Et ces deux propriétés vont être évidemment très utiles pour les embaumeurs, ce qui fait qu'il va être très très abondamment utilisé dans cette technologie de momification ou d'embaumement. Le natron va être à la base d'une autre invention tout à fait extraordinaire, celle du verre. En effet, si on le mélange à du sable, il va se comporter comme un liant, c'est-à-dire qu'il va faire que ce sera beaucoup plus facile de liquéfier ce mélange natron plus sable. Et donc en le chauffant, on va donc pouvoir le liquéfier, le mettre en forme et obtenir, par exemple, des bouteilles. Quand on va laisser refroidir ce mélange, on aura à ce moment-là un solide dans lequel on pourra, par exemple, stocker des liquides. Et ça, on va dire que c'est un bon début pour un laboratoire de chimie. L'autre matière dont j'avais parlé et qu'on trouve
généralement à l'état natif près des volcans, eh bien l'autre matière, c'est du soufre. Et on va également lui trouver des utilités. D'abord, on va se rendre compte qu'il peut éloigner la vermine et les insectes, et donc ça va être un des premiers insecticides connus. Bon, finalement, ce n'est pas tout à fait du DDT, hein. Ça va être également utilisé comme une des premières armes chimiques, parce que si on le brûle dans un feu, il s'en dégage des nuages de fumée absolument irrespirables, c'est très irritant. Et donc, si le vent souffle dans la bonne direction, c'est-à-dire celle des ennemis, eh bien, ça peut éventuellement les faire fuir. Donc, c'est également une des premières armes chimiques, même si ce n'est pas tout à fait ça qu'on a utilisé durant la Première Guerre mondiale. Par contre, un peu plus tard, les Chinois vont le mélanger à du salpêtre et à du charbon de bois pour obtenir de la poudre à canon. Et ça, on peut dire que c'est une arme chimique bien plus efficace. Mais c'est une autre histoire. Alors, le soufre, on le trouve, comme je l'ai dit, à l'état natif, près des volcans, mais pas seulement. Par exemple, dans cette pierre qu'on appelle du cinabre, il s'y trouve aussi, mais combiné. Alors, si je réduis cette pierre en poudre, je vais obtenir une poudre rouge qu'on appelle du vermillon, qu'on peut également utiliser en teinture. Mais si je chauffe ce vermillon suffisamment fort, il va s'en dégager un métal assez extraordinaire, parce que c'est un métal qui est liquide à température ambiante. Donc, il ressemble à de l'argent, mais il coule comme de l'eau. C'est pour ça qu'on l'appellera le vif argent. Et également, il va s'en dégager des vapeurs qui, en se condensant, vont redonner du soufre. Donc ce soufre qu'on trouve dans les volcans, on peut également le trouver combiné à des métaux dans certaines pierres. Et ça va nous donner une deuxième équation protochimique, qui est que le cinabre se décompose en vif argent et en soufre. Et évidemment, ce vif argent va nous intéresser au plus haut point. C'est un des premiers métaux qu'on connaissait à l'époque de l'Antiquité. Et les métaux, évidemment, vont intéresser les protochimistes au plus haut point. Bon, d'une part, parce qu'elles ont des applications technologiques extraordinaires. On peut en faire des armes, par exemple. Bon, des armes en mercure, ce n'est pas tout à fait génial. Mais surtout, c'est grâce à ces métaux qu'on a commencé à faire de la chimie. Et donc, les chimistes protohistoriques vont de plus en plus essayer de comprendre comment une matière peut devenir une autre matière. Alors on avait déjà vu deux exemples, comment on faisait du fer en mélangeant du minerai de fer avec du charbon de bois et en chauffant. On vient de voir maintenant comment du cinabre peut donner du mercure, donc du vif argent et du soufre. Et les chimistes vont continuer à explorer les transformations de la matière. Et comme cette transformation de la matière, c'est quand même très intéressant, ils vont appeler ça au fur et à mesure la transmutation de la matière, le passage d'une matière à une autre matière. Évidemment, comme on est intéressé par les métaux et que certains métaux ont beaucoup plus de valeur que d'autres, on va essayer de transformer ces métaux vils, comme par exemple le plomb, en or. Qu'est-ce qu'il faut ajouter dans notre équation protochimique pour transformer du plomb en or? Eh bien ça, c'est ce que les alchimistes vont appeler par la suite le grand œuvre. Et ça va faire travailler beaucoup les alchimistes, évidemment. Pour y arriver, ils vont devoir produire ce qu'ils vont appeler la pierre philosophale. Et cette pierre philosophale, non seulement elle va pouvoir transformer les métaux vils en métaux nobles, mais en plus, elle va pouvoir donner longue vie et bonne santé, parce qu'évidemment, ça c'est une autre chose qui intéresse fort les humains. Mais on n'en est pas encore là. Commençons par le commencement. La chimie est apparue probablement en même temps que les premières civilisations, à Babylone, en Égypte, en Inde, en Chine. Et ça devait probablement être quelque chose qui ressemblait plus à de la cuisine mélangée à de la magie. Toujours est-il que le mot chimie vient
probablement, une des origines possibles viendrait de Hémet, qui en ancien égyptien signifiait la terre ou encore la terre noire. Et là, on peut se demander si c'était une étude de la terre et de ses transformations ou si c'était une allusion à la magie noire. Tout ça est très difficile à dire. Une autre origine possible de ce chimie est grecque, parce qu'en grec, houmeia signifiait mélange de liquide et humos, un sucre, un jus. Et bon, ben là, évidemment, tout le monde sait bien qu'un chimiste, c'est quelqu'un qui fait des expériences amusantes avec des liquides colorés. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le U, le upsilon grec, il est devenu notre Y. Et donc, ce n'est pas très étonnant de voir qu'au début, la chimie s'écrivait avec un Y. Et voilà pourquoi j'ai fait une faute d'orthographe dans ma première diapo. Les premiers livres, les premiers traités de chimie seraient dus à deux savants égypto-grecs qui s'appelaient Bolos et Zosime, sauf que l'un vivait en -100 et l'autre à peu près en 300. Et de toute façon, on a très peu de détails sur eux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils auraient travaillé au Muséion d'Alexandrie. Alors, le Muséion d'Alexandrie, c'est le palais des Muses, et c'est donc, quelque part, l'ancêtre de nos musées. Sauf que ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt l'ancêtre des universités, comme Oxford au XVIe siècle en Angleterre, Berkeley au XXe siècle aux États-Unis. Et le Muséon d'Alexandrie, c'était donc, d'une part, un établissement d'enseignement supérieur, une académie, un peu copiée sur celle de Platon, et surtout, c'était une bibliothèque, c'est-à-dire un endroit où, comme tu le sais, sont conservés les livres. Sauf que pour les livres, il faudra encore attendre quelques siècles, s'il s'agissait plutôt de parchemins, de rouleaux, de papyrus plutôt, plus tard de parchemins, qui étaient écrits à la main, bien évidemment. Et cette bibliothèque d'Alexandrie en aurait compté jusque 700 000, ce qui est quand même un chiffre absolument extraordinaire, et qui contenait toute la culture et la science de l'époque. Sauf que de cette bibliothèque d'Alexandrie, il n'est strictement rien resté, on n'en a aucune trace. Elle aurait brûlé quelque part entre -47 et plus 691, ce qui fait quand même plus que 700 ans. Et surtout, les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur qui l'a détruite. Est-ce que c'était les Romains lors d'une de leurs nombreuses guerres civiles, ou plutôt les Byzantins quand ils ont décidé que tout ce qui était vieux était païen et donc il fallait le détruire, ou bien est-ce que c'était les Arabes quand ils ont envahi l'Égypte, à peu près en 700. C'est pas très facile à dire. Peut-être que c'était les trois les uns à la suite des autres, ou alors peut-être que c'était tout simplement l'usure du temps et surtout le manque de budget. Parce qu'à une certaine époque, les princes qui finançaient ce muséon, qui permettait de payer et de nourrir les gens qui recopiaient les parchemins, eh bien, ont décidé que c'était fini, qu'ils ne voulaient plus payer ça. Et peut-être que c'est tout simplement ça. En tout cas, certains chercheurs actuellement proposent cette hypothèse pour la disparition de ce muséon. Toujours est-il qu'on n'en a aucune trace, il n'en est rien resté, et c'est pour ça qu'on a très très peu de détails sur Bolos et Zosime. Tout ce qu'on sait d'eux vient des écrits des anciens un peu moins anciens qu'eux. Par exemple, la Mappae Clavicula, qui serait tirée de leurs travaux, la petite clé des tours de main, qui est un recueil de joaillerie, de métallurgie, de teinturerie. Il explique par exemple comment on peut faire des métaux qui ressemblent comme deux gouttes d'or à des métaux précieux, ou comment faire des pierres précieuses plus vraies que vraies, comment écrire en lettres d'or, ou même comment se faire de la teinture rouge pour se faire une cape d'empereur. Eh bien, cette Mappae Clavicula, elle date de 820, c'est-à-dire bien longtemps après la mort de ces soi-disant auteurs. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, la chimie est passée par les Arabes, et c'est là qu'elle a attrapé son préfixe al, la chimie, la vraie chimie. Comme dans algèbre, ou comme dans
Al Capone. Mais non, pas lui, enfin. Plus sérieusement, il y a toute une partie du vocabulaire de la chimie actuelle qui nous vient de son passage chez les Arabes. Par exemple, alcalin, qui vient de alcali, eh bien, une substance alcaline, c'est une substance basique, c'est-à-dire à l'opposé des acides. Il y a également les métaux alcalins, mais les métaux alcalins, ce sont les métaux de la première colonne du tableau périodique des éléments, lithium, sodium, potassium, etc. Et ces métaux alcalins réagissent très brutalement avec de l'eau pour donner des bases fortes, donc des alcalis forts, des substances alcalines. C'est pour ça qu'on les appelle les métaux alcalins. Donc, par exemple, comme le sodium réagit avec de l'eau pour donner de l'hydroxyde de sodium ou ce qu'on appelle également la soude caustique. Alors à l'époque, on fabrique l'alcali en mélangeant les cendres du feu avec de l'eau, on fait filtrer, puis on évapore l'eau, on obtient une poudre blanche qui est très irritante, il ne faut pas mettre ses mains dedans, mais si on mélange cette poudre avec de l'huile et avec du parfum, mais ça c'est juste pour que ça sente bon, on va obtenir du savon. Et ça, il faut dire que c'est très appréciable pour se laver. Et donc, on connaissait bien le savon à cette époque-là. Autre exemple de mot qui nous vient de l'arabe, de l'alinbic, est devenu l'alambic. Bon, l'alambic, c'est plus vraiment utilisé en chimie actuelle, mais on peut dire que c'est bel et bien l'ancêtre de la colonne à distiller, cet appareillage qui permet de séparer deux liquides qui sont au départ mélangés, et donc on les sépare en évaporant un des liquides et qu'on va refroidir ici dans cette partie-ci du mécanisme. Et ici, on va recueillir donc un des liquides qui était mélangé ici. Bon, par exemple, si je mets du vin ici, eh bien, ici, je peux obtenir de l'alcool. Eh bien, évidemment, c'est également un mot qui a été importé. Ces apports des Arabes à la chimie n'ont rien de vraiment très étonnant. Parce que après la chute de l'Empire romain, mais l'Europe va rentrer dans une phase assez sombre de décadence et de guerre. Et au contraire, la civilisation arabe va énormément progresser. Alors, entre l'an 600 et l'an 1000, les Arabes vont non seulement devenir les maîtres de toute la Méditerranée et du Moyen-Orient, mais ils vont faire d'énormes progrès aux sciences et à la culture. Par exemple, en mathématiques, en astronomie, en sciences naturelles, en médecine et en sciences naturelles, mais également, et c'est là que ça nous intéresse, en chimie. Et particulièrement, on va retenir Jabir, qui a été latinisé sous la forme Geber, qui vivait entre 721 et 815, et dont je ne vais pas m'aventurer à prononcer le nom complet parce que je crois que je serais assez ridicule là-dedans. Et Jabir va écrire, entre autres, Kitab al-Kimia, c'est-à-dire le livre de présentation, de composition, d'introduction à l'alchimie. C'est lui qui fait naître cette science. Il va, entre autres, inventer l'alambic, ou plutôt, on pourrait dire qu'il va le perfectionner, parce qu'on a déjà des traces d'appareils très similaires qu'on trouve à Babylone. Mais en tout cas, avec son invention, il va faire la distillation de sel en présence de vitriol. Alors le vitriol, c'est l'acide sulfurique, on le connaissait déjà du temps des Romains. Mais donc en distillant des sels en présence de vitriol, il va trouver des choses formidables. Par exemple, s'il prend du sel marin, notre sel de table, le chlorure de sodium, il va inventer, enfin découvrir, isoler l'esprit de sel, qu'on appelle maintenant l'acide chlorhydrique. Si à la place de sel marin, il prend du salpêtre, qui est notre nitrate de potassium, il va inventer ce qu'il appellera l'eau forte et que nous appelons l'acide nitrique. Et en mélangeant ces deux acides, donc l'esprit de sel et l'eau forte, l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique, il va obtenir une invention qu'il va appeler l'eau régale. Et l'eau régale est absolument extraordinaire parce qu'à l'époque, c'est le seul produit qu'on connaît qui est capable de dissoudre l'or. En fait, ça se transforme à ce moment-là en chlorure d'or, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est surtout extraordinaire, c'est qu'on croyait à l'époque que l'or était absolument incorruptible, qu'il n'y avait pas moyen
de le changer en autre chose. Eh bien oui, c'est fait grâce à l'eau régale de Jabir. Alors, Jabir va également extraire l'antimoine, qui est un élément de la stibine. Il va extraire l'arsenic du réalgar, qui est un autre sulfure d'arsenic. Mais Jabir ne va pas se borner au côté expérimental et technique de l'alchimie. Il va également travailler beaucoup le côté théorique, essayer de comprendre comment ça marche. Et c'est là qu'on va voir revenir le surnaturel au galop. Et il faut bien dire qu'à l'époque, science, religion, surnaturel sont très mêlés. C'est très difficile de faire la différence entre les trois. Et par exemple, à l'époque, on connaît 7 métaux, or, argent, fer, mercure, cuivre, étain et plomb. Et 7, tout le monde sait que c'est un nombre magique. 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes de la gamme, 7 merveilles du monde. Mais 7, c'est aussi le nombre de jours dans une phase de la Lune, et ce n'est pas pour rien qu'il y a 7 jours dans une semaine. 7, c'est également le nombre de planètes qu'on connaît à l'époque. Les planetes asteres, donc les astres errants, les astres en mouvement, qui ne se comportent pas comme les autres étoiles, et qu'on a associés dans l'Antiquité aux différents dieux. Et évidemment, on essaye de connaître l'avenir en observant leur course dans le ciel. Alors il est évident qu'on a toujours été tenté d'associer ces 7 planètes aux 7 métaux. Alors pour certains c'est facile, évidemment, l'or a une couleur très proche du Soleil et l'argent une couleur très proche de la Lune. Le Mercure, comme le Mercure est très rapide, on va l'associer à la planète qui tourne le plus vite autour du Soleil, alors que le plomb, il va être associé à la planète qui tourne le plus lentement autour du Soleil. Mais bon, de toute façon, ça, on a depuis l'Antiquité associé les planètes aux métaux, et en fonction des époques, en fonction des cultures, ça a changé. Mais donc Jabir va fixer ce septuaire des métaux en associant donc le Soleil à l'or, la Lune à l'argent, Jupiter à l'étain, etc. Et dans toute la littérature alchimique, eh bien, on représentera la planète ou le métal par le même symbole, parce que la planète et le métal seront indissolublement liés dans ce septuaire des métaux. Alors Jabir va également faire un septuaire des opérations des alchimistes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sublimation, distillation ascendante ou descendante, c'est-à-dire filtration, coupellation, incinération, fusion, bain-marie et bain de sable. Donc, toutes ces opérations, ces techniques de l'alchimie. Alors, pour la classification des matières, on ne va pas en avoir 7. Il va dire que les matières se séparent en 3 sortes de matières différentes. Donc, d'une part, les esprits, comme l'esprit de vin, qu'on a vu que c'était l'alcool, ou l'esprit de sel, qu'on a vu qu'on obtenait par distillation. Donc, ces esprits sont les choses qui peuvent s'évaporer, se transformer en air. D'autre part, on a les métaux, ça on les connaît, on en a déjà parlé. Et enfin, il y a les pierres, c'est-à-dire les choses qu'on peut réduire en poudre. Donc on peut dire quelque part que Jabir est le père de la chimie. Mais on verra que des pères, la chimie, on a eu plusieurs, mais c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jabir va être la référence de tous les alchimistes, et que c'est sur ces travaux que vont construire les autres alchimistes. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand les croisés vont arriver en Arabie, ils vont être absolument émerveillés par la culture et la science des Arabes, même s'ils ne vont pas toujours le montrer de façon très très sympathique. Toujours est-il que certains croisés vont ramener des livres d'alchimia dans leur bagage, ils vont les faire traduire en latin, et l'alchimie va se répandre en Europe. Alors, partout dans les laboratoires,
ces alchimistes vont essayer de continuer à étudier les transformations de la matière, bien souvent en essayant de fabriquer de l'or. Ils vont fabriquer des médicaments en essayant de produire la panacée ou l'élixir qui donne bonne santé, vie éternelle. Ce qui est sûr, c'est que ces alchimistes, en faisant toutes ces expériences, vont faire d'énormes progrès à cette science qui, petit à petit, va se transformer en chimie, la chimie qu'on connaît actuellement. Mais ça, c'est pour la séquence prochaine. En attendant, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.